Moi, Baba Mal, je suis panafricaniste. C'est pourquoi je regarde et je suis Amani TV. C'est la télé du continent africain. Suivez Amani comme moi. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre chaîne Amani TV et partenaires pour cette nouvelle édition de votre émission spéciale panafricanisme. Je m'appelle Hamza Boukari Yabara, je suis historien, auteur du livre Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Dans le cadre de notre série que nous consacrons aux femmes qui ont joué un rôle important dans l'histoire du panafricanisme, nous avons vu celles qui ont participé au mouvement de résistance contre l'esclavage, celles qui se sont également organisées pour former des vastes réseaux de solidarité entre les peuples africains du continent et ceux de la diaspora. Et nous allons aujourd'hui nous intéresser aux femmes qui ont joué un rôle et qui ont tenu une place très importante dans le cadre d'un certain nombre de guerres de libération. C'est une émission qui nous emmènera en Afrique du Sud, en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau, des pays qui ont combattu contre le colonialisme portugais et les régimes d'apartheid, plus particulièrement dans les années 60, 70, 80. Dans chacun de ces pays, des mouvements de lutte armée se sont organisés en parallèle des résistances politiques. Et dans chacun de ces mouvements de lutte armée, on trouvait des branches féminines qui ont donc contribué à l'effort de libération du continent africain. Le premier terrain nous emmène en Afrique du Sud. Nous sommes en 1912 à Bloemfontein et des groupes d'hommes se réunissent pour fonder ce qui sera le premier parti politique de l'histoire africaine contemporaine. Le Parti du Congrès national africain, African National Congress, connu sous le sigle de ses initiales ANC. À l'époque, le régime sud-africain n'est pas encore officiellement un régime d'apartheid, mais la politique qui est mise en place y ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est dans ce contexte-là que les femmes, qui sont au départ exclues de l'ANC, vont décider de s'organiser de leur côté, autour d'une militante très particulière qui s'appelle Charlotte Maxeke, qui va décider de créer en 1918 avec d'autres compatriotes la Bantu Women's League, la Ligue des femmes bantoues. À l'intérieur de cette organisation, elle va notamment mobiliser et surtout organiser des campagnes de résistance passive, des campagnes de désobéissance contre un certain nombre de lois que le régime sud-africain blanc de l'époque voulait déjà imposer. Parmi les lois qui sont combattues, il y a notamment celle des fameux passes intérieurs qui obligent n'importe quelle personne noire sur son propre sol sud-africain à disposer d'un pass pour justifier de ses déplacements. Les femmes africaines, étant généralement soumises à des emplois de domestiques, doivent généralement aller des zones résidentielles blanches où elles sont employées par les colons vers les zones d'habitation noires où elles sont parquées dans des ghettos. Et donc elles ont besoin de ce pass-là pour ne serait-ce qu'exercer leur activité professionnelle et pouvoir entrer chez elles régulièrement. Et donc on voit bien que les premières mobilisations qui sont menées à cette époque-là sont vraiment en lien avec, je dirais, la spécificité de la condition des femmes dans ce système colonial. Charlotte Maxeke va également organiser des manifestations pour la hausse des salaires, estimant qu'il y a évidemment un enjeu économique derrière la condition des femmes dans le régime de l'apartheid et plus spécifiquement des femmes noires. Elle sera aussi, fait très intéressant, agente de probation pour des jeunes délinquants mineurs ou des jeunes majeurs également impliqués dans des affaires de justice. Et donc elle va se porter garante de la bonne tenue de ces personnes ciblées par le système judiciaire raciste sud-africain. En 1943, l'ANC va commencer à accepter les premières femmes en son sein. Et ainsi, 5 ans plus tard, en 1948, c'est-à-dire à la même époque à peu près que la constitution de la Ligue des jeunes de l'ANC, dans laquelle évolueront Nelson Mandela, Walter Sisulu, Oliver Tambo
et plusieurs autres figures politiques de l'histoire de l'Afrique du Sud, dont les épouses auront également des rôles politiques, et bien en 1948, qui est également la date de mise en place officielle du régime d'apartheid avec la victoire aux élections du Parti national de Malan, eh bien, la Ligue des femmes de l'ANC est créée. La Ligue des femmes de l'ANC va être un élément très important dans la résistance du peuple sud-africain contre l'apartheid. Dès 1952, ce sont les femmes qui organisent la grande campagne de défiance qui consiste effectivement à rejeter les passeports intérieurs imposés par le régime d'apartheid, à les brûler et à organiser de très nombreuses manifestations un peu partout dans le pays. La Ligue des femmes de l'ANC participera évidemment en 1955 au Congrès du peuple, au cours duquel sera élaborée la Charte de la liberté, qui est le grand document programmatique de la lutte du combat contre l'apartheid et de la mise en place d'une nouvelle Afrique du Sud libre, prospère et souveraine. En 1960, l'ANC étant interdite, les activités passent dans le domaine de la clandestinité et beaucoup de femmes engagées au sein de l'ANC vont se reconvertir sous le parapluie des organisations internationales de femmes, mais également des syndicats travaillant notamment dans les domaines qui sont liés à la position des femmes. Alors sur cette histoire de l'ANC et de la Ligue des femmes de l'ANC ouverte par Charlotte Maxeke, on pourrait citer un certain nombre de figures. Quelques-unes sont importantes à connaître. Je pense notamment à Liliane Ngoyi, qui a été l'une des premières responsables de cette Ligue des femmes de l'ANC, qui était une ouvrière dans le domaine du textile et qui a mené la campagne de défiance de 1952 avec des actions de désobéissance civile. Liliane Ngoyi va être ensuite arrêtée, détenue, placée en isolement, assignée en résidence et en 1980, elle décédera. Albertina Sisulu, donc l'épouse de Walter Sisulu, qui elle est une fille de mineur, qui va ensuite travailler comme infirmière et sage-femme, et elle va épouser donc Walter Sisulu, qui fait partie du petit groupe de militants et résistants condamnés et emprisonnés aux côtés de Nelson Mandela à la prison de Robben Island. Et donc pendant que Walter Sisulu est emprisonné, Albertina va poursuivre le combat, ce qui lui vaudra d'être arrêtée à plusieurs reprises par la police sud-africaine. Après la chute de l'apartheid, elle sera élue brièvement députée pendant 4 ans, lors de la première mandature, et en juin 2011, elle décède, et elle aura lieu notamment à des funérailles nationales. Dulcie September, ce nom vous dit sans doute beaucoup de choses, en tout cas je l'espère. Le cas de Dulcie September est très intéressant. C'est une enseignante métisse, originaire du Cap, qui au départ évolue plutôt sur des tendances maoïstes. En 1963, elle va être arrêtée, inculpée, détenue et condamnée à 5 ans de prison à la prison de Kroonstad pour des activités anti-apartheid. Étant de formation enseignante, elle va utiliser la prison comme un lieu de formation, restant ainsi dans la philosophie de ce fameux slogan « Each one, teach one », donc que chacun apprenne de chacun et apprenne à chacun, qui était un peu le mot d'ordre des prisonniers du régime d'apartheid, qui utilisaient la prison comme un lieu d'éducation, les universités de la prison. Et donc en 1969, Dulcie September sort de prison, elle reprend modestement ses activités, et puis en 1973, elle va partir en exil. Elle se rend d'abord à Londres, au Royaume-Uni, où elle va organiser la collecte de fonds en contact avec le comité anti-apartheid des Nations Unies, en contact également avec la Fédération démocratique internationale des femmes. Puis elle repartira brièvement au quartier général de l'ANC qui à l'époque se trouvait à Lusaka, donc la capitale de la Zambie, chez le président Kenneth Kaunda,
Et en 1981, lorsque François Mitterrand est élu à l'Élysée en France, l'arrivée au pouvoir des socialistes conduit la France à retirer l'ANC de la liste des organisations terroristes. Mandela, lui, y restera bien après sa libération de prison. Et donc, dans ce contexte-là, Dulcie September est envoyé en France pour ouvrir un bureau à Paris pour coordonner les mouvements de lutte contre le régime d'apartheid. En parallèle à son activité, elle mène des enquêtes. Et elle enquête notamment sur des ventes d'armes françaises à l'Afrique du Sud qui violaient le principe de l'embargo sur les armes envers ce pays condamné par la communauté internationale. Et donc c'est dans ce contexte-là que le 29 mars 1988, peu après 10 heures, alors qu'elle se rend à son bureau qui est dans le 10e arrondissement dans le centre de Paris, et qu'elle ouvre la porte de son bureau, elle est tuée de 5 balles par un ou plusieurs hommes, probablement des mercenaires, des légionnaires ou des agents des services secrets français et sud-africains. Les funérailles de Dulcie September seront un grand moment de solidarité politique et des hommages lui seront rendus par la suite, y compris par Nelson Mandela qui fera un déplacement spécial dans la ville où elle résidait, dans la région parisienne à Arcueil. Évidemment, on ne peut pas parler de l'ANC sans évoquer le cas de Winnie Madikizela Mandela. Winnie Madikizela est née en 1936. Sa mère et sa sœur décèdent de manière précoce. Elle subit, comme beaucoup d'autres jeunes femmes et beaucoup d'autres noirs, de nombreux actes et vexations racistes. Et elle va être politisée par le tutorat mené par des étudiants de l'université noire de Fort Hare. Elle va ensuite s'engager comme travailleuse socio-médicale à l'hôpital Baragwanath et elle va notamment être très concernée par les questions de mortalité infantile. Elle va d'abord rencontrer Adélaïde, qui sera la future épouse de Oliver Tambo, le président de l'ANC. Et en 1956, elle rencontre Nelson Mandela, qu'elle épouse 2 ans plus tard. Winnie Madikizela Mandela, c'est à la fois une épouse, une mère, une militante, une résistante et une femme politique de premier ordre. Pendant quasiment 3 décennies, elle va mener le combat au nom de son époux et au nom de la cause de tout le peuple sud-africain pour devenir la véritable mère de la nation sud-africaine. En 1976, lors du massacre des écoliers de Soweto, elle expliquera qu'elle avait maintenant conscience qu'elle était capable de tuer pour obtenir la libération de son peuple. Durant toute cette période, elle subit des arrestations, des détentions, des persécutions, de l'isolement, de l'assignation à résidence et en même temps de la visibilité par le fait qu'elle porte la voix de tout un peuple. Lorsque Nelson Mandela est libéré, février 1990, elle l'accompagne, elle lève le poing et cette image suscitera le début des polémiques quant à sa radicalité. Dans le courant des années 1990, elle va s'éloigner de Nelson Mandela avec le soutien d'une forte campagne médiatique et politique pour qu'elle influence le moins possible son époux dans sa volonté de réconciliation avec les anciens bourreaux qui continuent de contrôler le système économique et politique sud-africain. C'est dans ce contexte-là qu'elle sera écartée de son propre parti, qu'elle fera l'objet d'enquêtes judiciaires et de procès pour des affaires de meurtre et de mœurs, et qu'elle sera mise un peu à l'écart du paysage médiatique. Le décès de Winnie Madikizela Mandela en 2018 constituera un grand moment de l'histoire politique sud-africaine et suscitera beaucoup d'hommages envers cette femme qui a consacré sa vie à la libération de son peuple. De son côté, Nelson Mandela, pendant qu'il se sépare de Winnie Madikizela, se rapproche d'une autre femme qui nous emmène vers un territoire voisin, celui du Mozambique. En effet, Graça Simbine, connue sous le nom de Graça Machel, est
une femme politisée durant ses études à Lisbonne. Elle est mobilisée par des agents du Front de libération du Mozambique, donc le mouvement de libération du Mozambique qui est lancé au tournant des années 60. Et en 1972, elle rentre de son exil, pas directement au Mozambique, mais plutôt en Tanzanie, où se trouve notamment le siège en exil, le gouvernement en exil du Frélimo. Alors dirigé notamment par Samora Machel, qui a succédé à Eduardo Mondlane, assassiné quelques années auparavant. Graça Machel va se former au maniement des armes. Elle va être également chargée de transmettre des courriers, donc des informations d'un lieu à l'autre. Et elle va être également directrice d'une école dans laquelle elle va développer l'idéologie du Frélimo. En 1975, donc l'année même de l'indépendance du Mozambique, elle épouse Samora Machel et prend donc le nom de Graça Machel. Elle devient la première dame du Mozambique. Et de 1975 à 1989, elle sera également ministre de la Culture et de l'Éducation. Elle fera un travail remarquable pour développer l'éducation, la connaissance et le savoir au niveau du Mozambique. Et elle subira également des deuils et des attaques, dont le plus important, évidemment, est l'attentat qui coûte la vie à son époux, le président Samora Machel, en 1986. Dans ce contexte-là, Graça Machel va porter le deuil. Et en 1990, elle rencontre Nelson Mandela. Il faut savoir que Nelson Mandela, à cette époque, n'est pas le président de l'ANC. Il sort de prison, il est confronté à des luttes internes au sein de son parti, et en 1993, à la suite du décès de Oliver Tambo, Nelson Mandela devient président de l'ANC. Or, il y a un accord symbolique qui veut que le président en exercice, le président en fonction de l'ANC, soit le parrain des enfants de Samora et de Graça Machel. Et donc, Nelson Mandela devient le parrain des enfants de Graça Machel en tant que président de l'ANC. En 1998, Nelson Mandela et Graça Machel se marieront et Graça Machel accompagnera Nelson Mandela jusqu'à la fin de sa vie tout en gardant ses activités politiques et militantes à part et tout en gardant également le nom de son premier époux, Samora Machel. Le cas de Graça Machel est assez connu, il est très médiatisé. Mais il est, je pense, important de revenir sur une autre figure qui a connu, je dirais, le même homme, mais pas le même destin. Je parle de Josina Machel. Josina Machel est une figure de la lutte de libération du Mozambique. C'est la fille d'un infirmier et elle décide en 1964 de rejoindre le Frélimo en Tanzanie. Elle est néanmoins arrêtée à la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Elle est ramenée au Mozambique où elle est emprisonnée avant d'être libérée au bout de plusieurs mois à la suite d'une mobilisation internationale. Josina Machel repart ensuite en Tanzanie, parvient à rejoindre Dar es Salaam et elle va travailler dans un premier temps aux côtés de l'épouse de Eduardo Mondlane, Jeannette Mondlane, dans le centre d'enseignement pour les réfugiés. Elle va ensuite rejoindre le détachement féminin du Frélimo, dans lequel elle va suivre un entraînement militaire et prendre en charge l'organisation des lignes arrières des combattants en faisant de la sensibilisation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de libérer un territoire de la domination coloniale. Une fois que ce territoire-là est libéré, il faut mettre en place des structures du Frélimo, comme des écoles, des dispensaires, des centres d'information, pour permettre justement à la population de se sentir réellement libérée. Donc, Josina Machel fait ce travail de sensibilisation. Et en 1969, peu après l'assassinat de Eduardo Mondlane, elle épouse Samora Machel, qui succède justement à ce moment-là à Eduardo Mondlane, à la tête du Frélimo. Et donc, Josina Machel est quelque part la première dame du Mozambique à cette époque-là. Néanmoins, un an plus tard, elle est diagnostiquée d'un cancer du foie. Elle part à Moscou pour des examens. Elle comprend que son temps est compté
Elle maintient néanmoins jusqu'au bout son engagement militant pour la cause de la libération du Mozambique, jusqu'à son décès le 7 avril 1971. Et aujourd'hui encore, au Mozambique, le 7 avril est la journée de la femme mozambicaine. Allons maintenant de l'autre côté du continent, du côté de l'Angola, où en décembre 1956, le mouvement populaire de libération de l'Angola a été créé. 6 ans plus tard, l'Organisation des femmes angolaises est également créée pour soutenir le MPLA. La création de l'OMA se fait lors d'une réunion à Kinshasa. Et elle se fixe plusieurs objectifs. Il faut rassembler et former les femmes sur le plan idéologique et militaire. Il faut créer des branches dans toutes les régions de l'Angola. Il faut une organisation paramilitaire de femmes qui traite les questions d'enseignement, de santé, d'assistance, de logistique, qui prennent également en charge le travail agricole pendant que la majorité des hommes sont sur le front. Il y a du côté du MPLA, comme des autres mouvements de libération, la nécessité de former des cadres parmi les femmes. Avec des difficultés structurelles, la plupart de ces femmes sont mariées, avec des enfants, ce qui pose aussi beaucoup de questions sur la responsabilité des hommes dans l'accompagnement ou dans la capacité à laisser les femmes se libérer par elles-mêmes de ces contingences-là. Et c'est en cela que vous avez un certain nombre de photos de militantes et résistantes angolaises, mozambicaines, sud-africaines, zimbabwéennes, que vous pouvez voir avec un enfant dans le bras gauche et un fusil dans le bras droit. Et donc cette question, je dirais, de l'engagement et du rôle des femmes dans les mouvements de libération est très intéressante parce qu'elle va structurer ensuite les relations sociales dans les États post-coloniaux qui apparaîtront par la suite et de nouvelles revendications qui vont être portées par les femmes quant à leur contribution à la lutte de libération de leur pays. C'est une question que Amilcar Cabral, le leader du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, avait parfaitement compris. Pour Cabral, les femmes ont un rôle essentiel. Elles ont un rôle essentiel et elles doivent prendre les armes, travailler au champ, soigner, éduquer et nourrir le peuple. L'une des figures les plus importantes et les plus célèbres est Titina Ernestina Silla, dans le cadre du PAIGC, qui devient notamment, à l'âge de 18 ans, en 1961, la chef et la commandante d'un front de guérilla avec une unité de femmes combattantes. Titina Silla part ensuite se former sur le plan politique en URSS. Le 30 janvier 1973, alors qu'elle se rend aux funérailles de Amilcar Cabral, qui a été assassiné 10 jours plus tôt, Titina Silla est elle-même assassinée. Et le 30 janvier devient en Guinée-Bissau la journée nationale de la femme. Et cette journée nationale de la femme met généralement en avant les propos d'Amilcar Cabral, qui disait, je cite, qu'un cas particulier est la résistance silencieuse à la présence des femmes parmi les dirigeants. Certains camarades font tout leur possible pour empêcher que les femmes prennent des responsabilités, même quand il y a des femmes qui ont plus de capacité à diriger qu'eux. Fin de citation. Cabral avait compris qu'il y avait un enjeu qui se posait quant à la direction des luttes de libération. Et c'est dans le cas également de la Guinée-Bissau et du PAIGC que Carmen Pereira, la fille d'un avocat guinéen, rejoint le PAIGC en 1962. D'abord confinée à de la théorie, elle prend également la tête d'une unité de femmes combattantes. Elle passera un certain temps au Sénégal, puis elle mènera des voyages diplomatiques pour le compte du PAIGC, avant de devenir, après l'indépendance, une importante femme politique et même pendant quelques jours, la première femme chef d'État d'un pays africain. Donc ce tour d'horizon nous a montré à quel point les femmes ont payé de leur sang la libération de l'Afrique. Nous les avons suivis ce soir dans des mouvements de libération en Angola, en Afrique du Sud, au Mozambique ou en Guinée-Bissau. Comme nous pourrons les voir également, peut-être la semaine prochaine, au Cameroun, en Algérie ou encore au Burkina Faso. Pour cela, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission spéciale Panafricanisme. Bonne soirée.